Oui, bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à cette troisième table ronde au bout d'une journée qui est longue et riche. Donc on va bientôt commencer pour essayer de ne pas prendre encore plus de retard dans la journée. Donc je vais vous présenter rapidement cette table ronde et puis laisser la parole à nos intervenants puisque c'est eux qui ont quelque chose de plus intéressant à nous dire. Alors cette table ronde elle est consacrée à la question de l'appropriation du numérique par les agriculteurs. Et en fait, ces rendez-vous de l'agriculture connectée le montrent bien. Le numérique, il est de plus en plus présent dans la vie quotidienne des agriculteurs. Il apparaît comme un bouleversement incontournable qui provoque des changements assez profonds, assez radicaux, à la fois dans le métier et aussi dans l'environnement professionnel des agriculteurs. Alors pour autant, on peut se demander si ce phénomène concerne tous les agriculteurs de la même manière. Il ne s'agit pas tant de remettre en cause l'ampleur de ce phénomène, mais plutôt de questionner son évidence. Est-ce que le numérique s'impose naturellement aux agriculteurs? Est-ce que tous les agriculteurs utilisent des dispositifs numériques de la même manière? Alors Philippe Le Guern et Caroline Mazot nous ont mis sur la piste ce matin en nous montrant que les choses étaient un peu plus compliquées que ça et que par exemple le refus d'adoption des innovations n'était pas forcément dû à un manque de compétences ou à un manque de connaissances, mais bien à un choix raisonné. Et à l'instant, donc Dominique Boulier va nous présenter des modalités très diverses d'appropriation du numérique par les utilisateurs. Alors cette table ronde propose de dépasser l'idée que les innovations s'imposent naturellement aux agriculteurs et en fait on va essayer d'interroger toute la gamme possible des rapports des agriculteurs au numérique. Alors ça va justement comme je vous disais du choix délibéré de ne pas s'impliquer dans ces technologies jusqu'à l'adoption la plus enthousiaste, et on en voit souvent des exemples ici, là, dans les couloirs et dans les tables rondes, en passant par l'indifférence la plus polie. Alors surtout, ce que cette table ronde voudrait aussi apporter, voudrait creuser, c'est l'idée que les agriculteurs ne sont pas forcément simplement des utilisateurs, mais qui sont aussi parfois à l'origine de ces initiatives numériques, de ces transformations, et qui peuvent dépasser donc cette simple case. Alors on voit que factuellement, dans certains cas, ces agriculteurs sont des créateurs de ces dispositifs. Et aussi, ce qu'on voudrait dire, c'est que plus largement, même quand ils ne sont pas à l'initiative de ces dispositifs, ils en sont toujours des sortes de co-concepteurs, dans la mesure où leur utilisation des dispositifs n'est pas forcément toujours identique à celle qui est prévue par les créateurs. Et on parle ainsi de co-construction, de co-conception de ces dispositifs par les utilisateurs. Et donc ça, ce sont des apports bien connus de la sociologie des techniques et de la sociologie des usages. On voit aussi qu'il y a une manière de faire cette co-construction qui est aussi collective, qui passe par des collectifs soit numériques, soit physiques. Et avec ça, on va toucher aussi cette dimension collaborative du numérique. Et on va voir justement comment elle se met en œuvre dans le secteur de l'agriculture. Alors sur ces grandes thématiques, en fait, plusieurs séries de questions apparaissent sur les usages donc, mais aussi sur ce que cela change dans les relations entre acteurs. Alors concernant les usages de ces dispositifs numériques par les agriculteurs, on va se demander ce qu'ils en font concrètement et aussi quelles sont leurs motivations, quels sont les objectifs qui les amènent à s'en saisir et à s'en saisir de cette manière particulière. Dans un second temps, on pourra aussi se demander quelles sont leurs relations, tout d'abord avec les autres utilisateurs de ces dispositifs, et aussi avec les agriculteurs en général, qui ne sont pas forcément utilisateurs de ces dispositifs. On se demandera aussi quels sont leurs types de relations et d'interactions, pour le dire vite, avec les startups qui ne sont pas issues du milieu agricole, mais qui sont parfois à l'origine de ces dispositifs. Et aussi, plus largement, on se demandera quelles sont les relations et qu'est-ce que ça change dans leurs relations avec des organisations plus classiques, plus traditionnelles, plus anciennes du milieu agricole. Alors, nous aborderons ces questions dans le cadre d'une table ronde à partir de deux expériences particulières qui sont WeFarmUp et Équilibre, que je présenterai tout à l'heure. Mais à l'instant, je passe la parole donc à Dominique Boulier, qui est professeur de sociologie à Lausanne et directeur du Social Media Lab. Donc voilà, il va nous faire une présentation un petit peu plus générale sur cette question d'appropriation, en nous présentant le pluralisme des formes d'appropriation du numérique. Merci. Merci. Alors j'espère que vous allez apprécier le décrochage par rapport à la table ronde précédente.
On parlait de pilote et de vol tout à l'heure, donc c'est pour ça. Bon, vous avez été vraiment stimulé par toutes ces offres-là et ces possibles techniques, ces futurs, etc. Et puis moi, je vais plutôt être pas dans le passé, tout au moins dans le passé récent, mais surtout vous faire part d'un certain nombre d'observations, d'expériences, d'analyses qui sont le travail du sociologue, puis aussi d'histoire même. Et je vais même aussi d'ailleurs vous raconter des histoires, pas spécialement d'ailleurs dans le monde de l'agriculture, parce que même si je le connais sur le plan familial, je ne le connais pas vraiment en tant que sociologue. Et donc vous voyez, finalement, vous raconter des histoires, ça veut dire que les sociologues, encore une fois, vont se payer de mots, comme on dit. Ils sont payés d'ailleurs pour parler. Ou alors, comme on dit chez moi en Pays Gallo, en Bretagne, effectivement, qu'on est des grands disous et des petits faisous. Bon. Mais je vais vous montrer en réalité qu'avec des mots, on fait des choses. On fait des choses. On arrive précisément, et c'est ça qui est important, le choix des mots a des conséquences sur les politiques différentes que l'on peut mettre en œuvre ou les innovations différentes. Il y a un bouquin qui s'appelait d'ailleurs Quand dire c'est faire. Vous voyez, donc c'est important pour ça. C'est une tradition qu'on connaît bien en sciences sociales. Alors, justement, il y a un terme qui n'a pas été employé. Ça, je vous remercie de ne pas l'avoir utilisé, c'est celui d'acceptabilité. Vous avez sans doute déjà entendu parler du fait que quand on a des innovations, on lance des études d'acceptabilité. Et précisément, cette table ronde a ce grand mérite d'avoir choisi le terme d'appropriation. Et là, effectivement, j'adhère, sinon je ne serais même pas venu d'ailleurs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on dit quand on dit acceptabilité ? Eh bien, c'est le fait que c'est la méthode finalement pour faire passer la pilule. Faire passer la pilule du développement technique, qui est supposé d'ailleurs toujours être un progrès a priori, et ça sans avoir besoin d'en discuter réellement. Et alors ceux qui insistent pour discuter, ou ceux qui n'arrivent pas à adopter ces techniques, en réalité c'est soit qu'ils font de la résistance, vous connaissez aussi ce discours, ou bien que ce sont des retardataires. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué il y a déjà très longtemps, il y a presque une trentaine d'années, quand j'avais parlé de la tyrannie du retard. C'était au début de la micro-informatique, quand j'étudiais ça. Effectivement, la tyrannie du retard. C'est-à-dire cette logique qui consiste à suivre, à vous obliger à suivre, effectivement, les leaders d'opinion ou les pays qui sont plus en avance, les firmes, les technos, etc. Et surtout, du coup, à ne pas vraiment innover, parce que vous vous retrouvez dans le stress, à être obligé de faire un peu comme eux, sans réellement savoir si vraiment vous faites une différence. Et c'est ça le paradoxe, c'est que du coup, on suit les rails qui ont été tracés par d'autres, et évidemment, c'est les autres qui gagnent, toujours dans cette course-là. Et donc, je pense que ça a été un petit peu discuté tout à l'heure, mais le fait que l'on mette l'accent sur ce stress de l'innovation qui est un peu fatal et sur lesquels on est obligé de bouger, etc., sur cette espèce de rouleau compresseur de l'innovation, je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur levier pour l'appropriation, certainement, ni même pour faire bouger seulement les comportements, parce qu'en réalité, ça produit quelque chose d'assez connu, c'est-à-dire ça produit une forme de sidération, une forme de paralysie, de tétanie, etc. Alors, moi, j'ai connu ça, effectivement, dans ma famille, quand je parlais de mes oncles, par exemple, quand dans toutes les années 70-80, je me souviens des conseils qu'on leur donnait systématiquement pour changer de production. À un moment, ils faisaient du poulet, puis après, il fallait faire du taurillon, etc. Et il y avait des conseillers qui étaient toujours très bons et qui leur disaient qu'il fallait tout changer, quelquefois même à des rythmes un peu élevés quand même. Et du coup, on leur disait aussi qu'il faut investir pour faire du volume dans tous les cas, même si en réalité ça faisait baisser les prix, etc. Donc on a un peu ce stress qui était mis dans le mode d'adoption des pratiques, qui est bien connu en agriculture de toute façon. Mais dans tous les cas, eux pourtant, ils étaient volontaires, ils n'étaient pas du tout résistants, au contraire, ils étaient volontaires. Mais du coup, comme ils étaient dans le stress, eh bien, on se retrouve très facilement, et c'est le cas pour le numérique aussi, quand on est dans cette posture-là, on se retrouve très facilement qualifié de retardataire ou on se retrouve carrément disqualifié d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne facilite pas du tout l'appropriation. L'appropriation, en fait, je vais la traiter sous trois angles d'attaque, si vous voulez, trois situations qu'on peut considérer comme qu'on peut rencontrer y compris dans les exploitations agricoles ou dans le système agroalimentaire en général. Soit on fait la même chose qu'avant, mais autrement. À ce moment-là, ça ne va pas être tout à fait la même chose que lorsqu'on fait des choses vraiment nouvelles, des choses inédites, et y compris des choses qu'on a envie de faire, et donc là qu'on adopte volontairement. Et le numérique va venir amplifier tout cela. Mais il y a aussi une troisième solution, c'est quand on fait des choses inédites, mais sous la contrainte, soit parce que c'est la tyrannie du retard, comme je disais, soit parce qu'on ne se rend même pas compte qu'en réalité, on est en train de changer de modèle sans l'avoir réellement voulu. Alors, première chose, effectivement, quand on fait des choses autrement,
il faut bien reconnaître que quand on fait les mêmes choses autrement, on voit bien qu'il y a déjà tout un tas de pratiques qu'on équipe avec le numérique, mais qui ont déjà une histoire ancienne, notamment dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à faire de la gestion, parce que tout d'un coup, il y a des ERP, excellents par ailleurs, qui arrivent. Bon, évidemment, c'est une tradition qui existe depuis longtemps, des centres de gestion appuient tout cela, etc. C'est pas tout d'un coup que les agriculteurs se sont mis à faire de la gestion, c'est pas à cause du numérique, si vous voulez. C'est de la même façon, ce n'est pas à cause du numérique qu'on va optimiser le rendement des cultures ou de l'élevage. On fait de la sélection depuis longtemps, etc. Ce n'est pas non plus à cause du numérique qu'on introduit le partage de services, l'entraide ou bien de l'échange de matériel, comme il y avait déjà les CUMA. Et ce n'est même pas non plus à cause du numérique qu'on s'échange des bonnes pratiques, effectivement, comme on faisait avec la JAC, même dans les années 50 ou même avant. Donc en réalité, on peut continuer à faire la même chose avec le numérique en les transformant. Et à ce moment-là, effectivement, on se dit ça va être ça va être facile. On va continuer à faire ce qu'on faisait. On va faire de la gestion, mais un petit peu différemment. Et puis voilà. En réalité, ce n'est pas si simple, justement. C'est pas si simple parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une question d'apprendre plus ou de se perfectionner seulement. En réalité, ce qui est compliqué, et c'est valable dans toute appropriation, ce qui est compliqué, c'est de désapprendre. C'est pour ça que c'est difficile de désapprendre. C'est pour ça que c'est difficile l'innovation et l'adoption de l'innovation. Tout ce qu'on savait, toutes les habitudes que l'on avait prises, eh bien, il va falloir éventuellement les abandonner. Et ça, c'est un coût cognitif important. Et si vous vous rendez compte que sur le plan cognitif, c'est déjà important, mais si en plus on vous disqualifie parce que vous avez du mal ou parce qu'on vous laisse tout seul et vous n'y arrivez pas, etc., c'est encore plus dur, évidemment. Et évidemment, c'est très différent, effectivement, quand on valorise ce que vous savez déjà faire, quand on part des petites expériences que vous avez, puisque finalement, chacun, quand on parle du numérique, on a tous un début d'expérience, même limité quelquefois, mais ça peut être le seul fait d'être familier d'un portable. Ben oui, on sait bien que beaucoup d'applications maintenant viennent sur le portable. L'ordinateur, ça fait un peu peur, le portable un peu moins. Peut-être que voilà un levier aussi qu'on peut utiliser. De la même façon, il y en a peut-être qui sont passionnés de jeux vidéo. Ben oui, peut-être qu'il y a des choses à faire avec ça aussi, ou seulement parce qu'ils sont abonnés à des listes de mails du syndicat, etc. Ben, on peut partir de ce qui est déjà la pratique ordinaire, la plus ordinaire, pour en réalité faire comprendre que oui, il y a déjà des débuts d'expertise sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et ce n'est pas d'emblée qu'on va rentrer avec des applications de gestion compliquées ou des choses comme ça. On a des possibilités de partir de ce qui est ce qu'on appelle effectivement des pratiques ordinaires. Et c'est cela qui va pouvoir redonner confiance et faciliter l'appropriation. De la même façon, c'est important de ne pas laisser les gens tout seuls dans cette situation-là. Évidemment, l'appropriation elle va être facilitée s'il y a vraiment un accompagnement personnel. Je pense vraiment que dans tous ces domaines-là, le coaching a de l'avenir, que ce soit de façon communautaire, entre pairs, etc. Il y a beaucoup de solutions à trouver en même temps qu'on innove techniquement pour proposer des formes d'accompagnement. Et cela, ça fait partie précisément de tout ce qu'on a commencé à appeler le Web 2, et puis petit à petit qui se développe dans des formes de participation ou de partage, d'économie du partage, etc. Donc si on admet qu'il est difficile de désapprendre, et que c'est ça le problème principal, c'est pas tellement d'empiler de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoir-faire, c'est qu'il faut perdre ce qu'on avait et qui se sont ancrés quasiment dans le corps quelquefois. On comprend mieux effectivement pourquoi, par exemple, les plus âgés deviennent réticents à ce genre de choses. Parce qu'il faut le savoir, effectivement, ce sont les différences entre générations qui sont les plus marquées vis-à-vis du numérique. On sait qu'il y a des différences de niveau d'instruction, de niveau de classe sociale, etc. Mais sur le plan des générations, ça reste quelque chose de très marqué. Et pourquoi est-ce que c'est marqué à ce point-là ? Eh bien, effectivement, parce que le coût cognitif du désapprentissage est plus élevé quand on est plus vieux. Bah oui, ça a fini par sédimenter, j'allais dire, et qu'on a du mal à bouger de tout cela. Et puis aussi parce que le bénéfice du changement devient beaucoup moins évident, c'est beaucoup plus réduit. Parce qu'on sait bien qu'on a quelques années à utiliser un système où il faut faire des efforts considérables pour un résultat qui finalement n'est pas si remarquable que cela. Alors quelquefois, c'est cela qui est en cause dans le fait qu'on dit qu'il y a des résistances, quelquefois. C'est qu'on on met la pression sur des populations, ou en particulier des agriculteurs par exemple, qui vont partir à la retraite dans 5 ans et qu'on les obligerait à changer de façon de travailler et à changer leurs habitudes de force, etc. Alors que par exemple, ils préféraient peut-être être pris en charge
Puis voilà, vous voyez, c'est pas des geeks, ça c'est clair. Ils n'ont pas du tout envie d'être autonomes non, ils veulent qu'on s'occupe de leurs affaires, mais c'est tout, et qu'on les embête pas avec ça, parce que de toute façon, le coût cognitif que j'évoquais serait très important. Si on est capable de prendre ça en compte aussi, ben on comprend que leur calcul finalement est assez raisonnable. C'est pas complètement idiot de se dire ça vaut peut-être pas la peine d'investir à ce point-là dans de nouveaux systèmes, vu l'effort que ça suppose. Alors évidemment, du coup, on vous comprend mieux pourquoi les jeunes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'eux ont baigné dans le numérique. C'est vraiment un bain. C'est-à-dire, c'est pas forcément une formation. D'ailleurs, c'est quasiment, on y est depuis le début. Ils ne l'ont pas appris. Ils sont nés dedans. C'est leur milieu naturel, carrément. Et donc, ils ont peu de choses à désapprendre. C'est pour ça qu'il y a un faible coût cognitif. On s'étonne toujours en se disant « Oui, mais les jeunes, vous savez, comment c'est incroyable, ils sont spontanés. » Non, c'est pas, ça serait une autre génération, à une autre époque, ça aurait été une autre technologie, c'était le même problème. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont peu de choses à désapprendre. Et c'est pour ça que c'est évident, ça paraît naturel, etc. Et ce n'est pas lié du tout, soit au niveau scolaire ou au génie des petits jeunes, etc. Il se trouve que c'est une autre génération et c'est tout. Alors ça, c'est ce que je voulais indiquer sur le fait qu'on continue à faire les mêmes choses autrement. On voit que c'est quand même plus facile en théorie pour faire de l'appropriation, puis en réalité, c'est comme pour permettre l'appropriation, puis en réalité, c'est quand même, il y a aussi des moments pour certaines populations où c'est plus difficile, il faut bien le comprendre. Alors on est aussi dans des situations, c'est le deuxième point que je voulais faire, on est aussi dans des situations où on fait des choses inédites, on se lance dans des pratiques innovantes, et on le fait volontairement, parce qu'on a des envies, on a des projets, etc., et tout ça, c'est choisi. Et le numérique, du coup, va aider à amplifier ces pratiques-là, ces changements de principe, ces changements de culture. C'est le terme que j'emploie souvent, d'amplification. C'est-à-dire que ça ne révolutionne pas en tant que tel les choses, mais si vous avez des projets, eh bien, le numérique peut les amplifier. Alors dans ce cas-là, par exemple, si vous passez en bio, eh bien, évidemment, à ce moment-là, vous allez changer votre façon de produire, vous allez avoir d'autres capteurs, d'autres logiciels pour mieux suivre la qualité, etc. Tout ça, ça va créer de la cohérence, ça va faciliter et évidemment, ça va faire sens. Vous êtes dans un processus de transformation vous-même qui ne sont pas liés au numérique. Mais du coup, le numérique va appuyer tout cela et c'est un bon moment pour s'approprier de nouvelles façons de suivre, par exemple, la qualité. De la même façon, si on se dit qu'on veut plus investir à perte, on veut réduire les coûts, éviter l'endettement pour du matériel qui est peu utilisé, comme l'exemple a été donné, eh bien effectivement, ce changement de mentalité-là, il existait déjà, je l'ai déjà dit, dans l'ECUMA, mais on peut l'amplifier avec du numérique. Alors on le verra effectivement avec une plateforme, par exemple, comme WeFarmUp, ou même avec la blockchain, comme ça a été évoqué précédemment. Donc on voit bien que ce n'est pas la technologie et le numérique qui va créer ce désir, cette nouvelle façon de comprendre les relations et le meilleur calcul et l'optimisation de ces investissements, c'est qu'il y a d'autres raisons, d'autres moteurs qui vont du coup être appuyés par le numérique. Et là, c'est une bonne occasion de glisser, j'allais dire, les solutions numériques dans un cadre, dans un modèle économique différent. De la même façon, on peut dire aussi plus généralement, et ça a été discuté dans plusieurs tables rondes ici, effectivement, qu'on est dans une situation où, pour l'agriculture, il s'agit finalement d'étendre de plus en plus la prise en compte. C'est un terme de Bruno Latour, avec qui j'ai travaillé très longtemps. Effectivement, finalement, on est obligé de prendre en compte, par exemple, on l'a dit, le bien-être des animaux. On était obligé de prendre en compte le lien avec les consommateurs, et ce n'est plus seulement quelque chose qui est à part, qui est en périphérie, c'est quelque chose qui devient au cœur même de la conception d'une forme d'écosystème, si vous voulez, et on sort donc de la logique du produit ou de l'exploitation, etc. Donc c'est quand on est dans cette mentalité, là, ce changement de mentalité, là, on est dans un processus de changement qui n'est pas encore une fois lié au numérique, mais bien entendu, à ce moment-là, avec le numérique, on va pouvoir récupérer de la traçabilité, comme on l'a dit, récupérer des informations de façon plus permanente, et ces flux-là vont permettre de recomposer un écosystème. Donc le numérique va amplifier cela, mais vous voyez bien que la motivation, le ressort, il vient d'ailleurs. Et c'est ça qui est très important, de bien comprendre cela, que les conditions d'appropriation à ce moment-là sont tout à fait différentes. Et puis dernier point qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que souvent on veut faire des choses nouvelles, on demande de faire des choses nouvelles, des choses inédites, mais qu'en réalité on les fait avec le numérique d'ailleurs, mais on les fait souvent sous la contrainte et qu'on aurait bien aimé s'en passer, ou quelquefois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de changer de modèle d'une certaine façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ça vous paraît peut-être étonnant, mais moi depuis plus de 20 ans que je suis des systèmes d'information dans les entreprises, je peux vous dire que bien souvent, le numérique, ça sert de prétexte en réalité. Ça sert de prétexte, de levier pour faire passer des changements organisationnels.
parce que précisément personne n'arrive à s'opposer à ça. On dit bah oui, il faut bien, il faut être avec son temps, il faut y passer, c'est l'informatique, je sais pas quoi. Alors du coup, et en réalité, c'est pas le changement technique qu'on fait passer à cette occasion-là, c'est un changement organisationnel, de management, etc., des changements économiques, etc. Et du coup, on voit bien que si l'appropriation est difficile à ce moment-là, c'est pas forcément à cause du numérique, c'est à cause de l'idéologie, du modèle, de ce que l'on veut faire passer, qui éventuellement n'est pas si facile que ça à vivre, quoi. Donc ça serait important de s'en rendre compte, parce qu'on ne soigne pas, on ne traite pas, je veux dire, ces problèmes-là de la même façon dans ces cas-là. Alors je vais vous raconter 3 petites histoires justement issues de mes observations, de choses que j'ai vécues, c'est-à-dire que pas du oui-dire, j'étais dans les observations que j'ai pu faire sur les différents terrains, et je suis allé à peu près dans tous les milieux, mais pas vraiment dans l'agriculture. Donc je suis désolé, j'apporte mes expériences d'ailleurs, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça. La première, c'est dans le bâtiment. Dans le bâtiment, effectivement, les bureaux d'études possèdent des logiciels qui sont très performants, où on peut optimiser les temps de travail, etc., pour chaque opération, puis ça sert à faire les devis, etc. Alors moi, je suivais un chef de chantier, à Rennes d'ailleurs, puisque je suis de Rennes, et puis qui m'expliquait que pour poser une bâche, par exemple, eh bien, on lui avait attribué, avec le logiciel qui organise le chantier, on lui avait attribué 2 heures, et puis qu'à chaque fois, il devait à ce moment-là rendre compte en ligne, sur son appli, effectivement, du temps qu'il avait effectivement passé. Et puis, quand ils ont eu un problème technique, c'est arrivé une fois, ça arrive souvent dans un chantier, par définition, on parlait de l'agriculture qui gère des risques, ben oui, les chantiers, c'est pareil, c'est des histoires de risques, et d'aléas, comme on dit. Et bon, il a mis 4 heures pour poser la bâche en question. Donc, il indique les 4 heures sur son formulaire numérique, mais dès le lendemain, évidemment, le bureau d'études le bombarde de demandes de justification, et là, on se retrouve avec un processus qui est assez connu, c'est-à-dire qu'on a de la paperasse, mais en réalité, qui est de la paperasse numérique, si vous voulez, c'est pas des papiers, mais c'est à peu près la même chose. Et quand ça lui arrive une fois, bon, il supporte, 2 fois, ça va, et 3 fois, c'est terminé. Là, il n'en peut plus de ce point-là. Et là, du coup, il change de méthode, parce qu'en réalité, les 2 heures qu'il avait perdues, il sait très bien gérer cela. Il est capable, effectivement, de récupérer ce temps-là sur d'autres tâches où il va accélérer, il va s'organiser un peu autrement, et il va lisser, comme on dit, sur le chantier, tous ces décalages horaires. Et ça, c'est l'expertise métier, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à prendre en compte dans les logiciels, dans les calculs qui sont préinstallés dans ce reporting, si vous voulez, qu'on demande, qui quelquefois est un peu bête et méchant, il faut bien le dire. Alors ça me fait penser au mot de Gérard Berry, qui est prof au Collège de France, vous voyez, qui disait quand même, qui est un prof d'informatique, qui a une chaire sur l'informatique au Collège de France, et qui dit souvent, il ne faut quand même pas oublier que l'ordinateur, c'est complètement con. Je peux vous donner la référence où il le dit, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. C'est complètement con. Pourquoi ? Parce que ça doit être complètement con, c'est-à-dire ça doit simplifier pour pouvoir calculer. C'est la condition même du calcul. Mais simplifier, ça ne veut pas dire simplifier au sens réduire la complexité, mais la décomposer et ne faire que des choses qui soient très explicites, bien précises, etc. Et l'expertise métier, c'est compliqué à formaliser, c'est compliqué à rentrer dans les modèles d'un métier, d'une activité comme le chantier, faite d'aléas précisément. Et alors ça me fait penser effectivement aussi à la phrase de Leibniz, qui n'était pas du genre complètement con de son côté, qui disait effectivement « calculemus ». Son expression, c'était de dire effectivement « calculons », c'était son mot d'ordre. Et quand il disait ça, il voulait dire calculons, et puis il avait inventé quand même une machine à calculer, lui aussi, et en même temps, c'était l'idée que nous allons calculer, et c'était un projet politique en même temps, qui consistait à dire à partir du moment où on calcule, on crée des instruments de mesure et donc une métrique que l'on va partager, on commence à pouvoir discuter sérieusement. C'est-à-dire qu'on commence à pouvoir créer un cadre cognitif partagé sur lequel on va pouvoir s'entendre. Donc c'était avant le début des Lumières, si vous voulez, c'était effectivement l'idée, c'était cela, c'était à la fois de la technique, du calcul, mais pas du calcul pour le calcul, du calcul qui en même temps sert à discuter. Or ça, vous l'avez peut-être aperçu, il y a un certain nombre de systèmes techniques qui évitent plutôt la discussion de ce point de vue. Alors que fait mon chef de chantier, pour revenir à mon histoire? Le chef de chantier, ce qu'il fait la prochaine fois où ça lui arrive, ce qu'il a fait la fois suivante, il a décidé de remplir le formulaire avec l'heure qui lui avait été assignée, le nombre d'heures qui lui avait été assigné, c'est-à-dire 2 heures. Et puis comme ça, il n'y aura pas de retour, on ne va pas l'embêter avec ce genre de choses. Le bureau d'études lui est ravi, parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de piloter désormais un système qui tourne à vide, qui tourne sur lui-même, qui est devenu autoréférentiel, qui n'a plus aucune prise sur le monde. D'une certaine façon, il est un peu hors sol, si vous voulez. Et là, on voit bien que l'appropriation, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une forme de détournement
pour que l'expertise métier ne soit pas complètement écrasée sur du reporting un peu stupide et lié à un modèle managérial qui vient avec, si vous voulez. C'est ça le problème, vous voyez. Ce n'est pas le problème du calcul. C'est pas le problème du calcul, c'est pas le problème de ce logiciel-là. C'est le problème que derrière, on a un modèle managérial qui s'impose et qui, du coup, perd l'expertise. Alors vous me direz, oui, mais ça, c'est dans le bâtiment, c'est des trucs assez hiérarchisés. Dans l'agriculture, les gens sont indépendants, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh ben, le peu que je connais, je crois que c'est tout à fait vrai. Je vois un petit peu comment les collecteurs, par exemple, ont des relations avec leurs producteurs, dans le lait, je parle. Eh ben, on n'est pas très loin, quelquefois, de ce genre de situation aussi. La façon dont il les traite est assez frappante de ce point de vue-là. Donc, on peut très bien réagir et s'approprier, y compris même si ça se traduit par une forme de triche. Ben oui, ça, c'est possible aussi. Alors, deuxième expérience, deuxième compte-rendu, une petite histoire. Quand on implémente un ERP, et vous allez avoir une discussion avec des gens qui sont spécialisés de ces questions-là, c'est vrai qu'on essaye de préférence de mettre l'utilisateur dans la boucle. Hein. Mais là, le problème, c'est qu'il y a différentes façons de le faire. Alors, je me souviens d'un chef d'entreprise, Picard, puisque j'étais prof à l'Université de technologie de Compiègne, qui avait quand même 1500 salariés, donc c'est pas rien. Et donc il voulait faire comme tout le monde, un peu dans la logique, la tyrannie du retard, dans les années 2000, il fallait absolument avoir son ERP. Et donc pour ça, il fait appel à qui? À SAP, le plus connu. Et SAP arrive pour faire sa démo dans l'entreprise. Et il lance à l'équipe dirigeante, le commercial, non, qui est un haut responsable, qui vient effectivement pour le présenter, qui dit effectivement à l'équipe dirigeante en introduction, bienvenue dans le monde de SAP. Alors là, je peux vous dire que j'ai vu le chef d'entreprise là bondir, et il a commencé à se fâcher. Il a dit, attendez, là, vous n'avez peut-être pas compris, mais c'est vous qui venez dans mon monde, et ce n'est pas moi qui vais dans votre monde, vous voyez. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a finalement une forme de boucle qui est créée, certes, mais en réalité, c'est celle des SAP. C'est-à-dire on se retrouve dedans, la boucle de SAP, et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une réorganisation des process, une obligation de passer à d'autres indicateurs, de construire. Et ça, c'est quelque chose que le chef d'entreprise n'avait pas du tout envie de faire, vous voyez. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, l'appropriation, elle est très mal partie, parce que c'est SAP qui finalement finit par fixer vos conditions et qui carrément vous réapprend votre métier, quoi, d'une certaine façon. Il faut bien voir quand même qu'il y a beaucoup de projets, à une époque, c'était il y a 8 ans, effectivement, on avait fait le calcul dans des revues de management, effectivement, de gestion. On disait qu'effectivement, il y avait 50% des projets ERP qui échouaient au bout même avec 18 mois de travail et de re-engineering, etc. C'est compliqué parce que précisément, on n'est pas toujours capable de faire l'effort, même malgré l'argument commercial, de se mettre l'utilisateur dans la boucle, c'est-à-dire de se transformer, c'est-à-dire que le logiciel, que la technologie se plie aux conditions de l'organisation dans lesquelles elle s'insère. Et c'est pour ça que c'est la technologie, dans ce cas-là, qui doit se rendre appropriable et non l'inverse. Puis, dernière petite histoire, on peut aussi mettre vraiment l'utilisateur dans la boucle, mais la façon dont on va organiser l'architecture des données peut changer beaucoup de choses. Ça peut produire des effets très, très différents. Alors, j'ai travaillé aussi dans les domaines de la sécurité routière, sécurité publique, maintien de l'ordre même et tout ça. Donc voilà. Mais en réalité, sur les questions de sécurité aussi, de donner des accidents en France. Alors en France, par exemple, dans la police ou dans la gendarmerie, les données qui sont relevées, des accidents, sont centralisées nationalement et en fait, elles ne redescendent jamais. On ne sait pas pourquoi, donc ça ne redescend jamais. Et finalement, le préfet décide des contrôles, et des heures de contrôle de vitesse, par exemple. Mais finalement, on se demande quel est le rapport avec les données. Puis d'ailleurs, quand je faisais des contrôles radar avec les policiers qui étaient autour de Rennes, par exemple, à certains moments, eh bien, ils disaient qu'au bout de 30 minutes, ils savaient très bien qu'ils étaient repérés, que ça ne servait à rien, mais comme ça avait été programmé comme ça, il fallait continuer. Voilà. Donc vous voyez un peu l'utilisation des données qui, en réalité, ne permet rien d'apprendre dans ce cas-là. Alors qu'en Angleterre, au même moment, à peu près à la même époque, quand je suis allé visiter la Traffic Police, comme on appelle, dans chaque comté, il y a une collecte des données qui est faite par les équipes du comté, les équipes de sécurité routière de Traffic Police du comté, et ils les exploitent parce qu'ils possèdent aussi un officier qui est spécialisé dans l'analyse de données. Et donc, il fait des petits modèles locaux, il vérifie où ont eu lieu les accidents, est-ce que le lien qu'il pourrait y avoir avec les contrôles qu'ils ont faits, les panneaux de limitation qu'ils ont faits, les contrôles d'alcoolémie, de vitesse, etc. Et du coup, il propose des petites stratégies locales, certes, mais qui leur permettent de devenir intelligents collectivement. Et donc, on a là un modèle complètement différent,
qui n'est pas du tout centralisé. La donnée est gérée localement. Ils s'auto-évaluent, ils améliorent leur qualité, ils apprennent et ils deviennent en fait un collectif apprenant. Et donc ça, c'est très important de voir cette différence qui est très nette, évidemment qui est issue d'une culture étatique très très différente. Mais on voit bien que si le numérique, dans la façon dont il est conçu, dont les dispositifs sont conçus, dont l'architecture est conçue, si le numérique ne sert qu'à renforcer les asymétries et à déléguer plus de pouvoir aux mêmes, eh bien on comprend du coup qu'il y a, moi comme je l'ai vu dans la police, je veux dire, il y a une démoralisation totale. Je veux dire, à ce moment-là, effectivement, il y a du coulage, il y a peu de motivation, etc. Alors que, et là encore, ce n'est pas la faute du numérique en tant que tel, c'est l'architecture qu'on adopte, la façon dont on le couple à une organisation qui est en jeu. Donc c'est un choix à chaque fois, et n'oubliez ça, vraiment c'est très important de ne pas l'oublier, c'est effectivement qu'à chaque fois qu'on fait des choix d'architecture technique, on fait en même temps des choix organisationnels, dans le cas que j'évoque, distribués et non pas centralisés, et il faut bien savoir que c'est toujours les deux à la fois. Et c'est le cas même pour la blockchain, quand on a commencé à discuter tout à l'heure, on ne vous l'a pas beaucoup expliqué, mais en réalité, elle est sujet à des débats considérables. À la fin, ça a été dit, François d'Orléans l'a dit un petit peu, il y a différents types de blockchain, et puis il y a même des enjeux de gouvernance. On nous dit c'est le consensus, etc. Oui, ben, je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait le consensus qui gouverne, parce que ça fait du forking, comme on dit, ça fork à tour de bras. C'est-à-dire effectivement, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. On discute de la taille on gagne en taille ou en vitesse, etc. Donc à ce moment-là, il y a du débat et ça fait de la divergence. Donc ça, il faut bien savoir que c'est aussi un problème organisationnel. C'est très important, on a parlé des incentives, ça c'est très important. Donc vous voyez qu'il n'existe jamais une seule façon de faire et d'implémenter le numérique. Il n'existe surtout pas de solution technologique au sens de solutionnisme technologique. Il y a effectivement différentes façons pour l'implémenter. Et donc pour terminer, effectivement, ce qui m'importe là de souligner, c'est que l'appropriation, ça suppose justement pour les concepteurs d'innovation de repérer les attentes, de repérer les compétences, les désirs des futurs utilisateurs, qui sont déjà très différents. Et certains d'entre eux vont vouloir être plus autonomes avec des systèmes performants qu'ils utiliseront en local et qu'ils maîtriseraient complètement. D'autres voudront, à l'inverse, être tout délégués. Ils veulent être pris en charge, ça ne les intéresse pas de toute façon, et leur intervention doit rester ultra simple. Et alors? Et pourquoi est-ce que la technologie ne serait pas aussi au service de ce type de public? Vous voyez bien que ça complexifie le travail, et surtout, ça oblige à d'autres types d'innovation. Et puis enfin, il y en a d'autres qui veulent pouvoir tout faire collectivement, qui veulent partager, qui veulent se distribuer les compétences, qui veulent renforcer la coopération. Voilà par exemple 3 types de modèles différents sur le plan organisationnel qui sont fondés sur des désirs, des valeurs, des visions différentes, des politiques différentes d'une certaine façon, et qui impliquent des architectures techniques différentes. Et c'est apparemment la même technologie, mais en réalité, une seule technologie, selon la façon dont on la conçoit, eh bien, ne peut pas amplifier tout cela. Elle tire plutôt dans un sens que dans l'autre. Donc il faut pouvoir lire les modèles d'utilisateurs qui sont dans les offres technologiques et choisir avec une forme de cohérence sa vision. Donc c'est ce que j'appelle, moi, faire des choix politiques d'architecture technique. Et je crois que c'est très important, si l'on veut atteindre l'appropriation, c'est très important de respecter ce pluralisme-là. Merci. Donc merci, on va essayer de voir un petit peu toutes ces dimensions-là, donc avec 2 cas pratiques, donc deux réalisations. Alors on va avoir à chaque fois l'éclairage du concepteur du dispositif et de l'utilisateur. Et donc effectivement, on a déjà eu l'éclairage du sociologue avec Dominique Boulier. Alors peut-être dans l'ordre de proximité, on va présenter WeFarmUp, qui est une plateforme de location de matériel entre professionnels, qui compte donc près de 2600 utilisateurs. Donc Laurent Berned en est le cofondateur, il est agriculteur en Haute-Garonne et aussi dirigeant d'une concession de machines agricoles. Donc on aura le temps dans le débat de présenter cette initiative. On va aussi travailler à partir du cas d'Équilibre, qui lui est un logiciel libre de gestion d'exploitation agricole, qui compte, si je ne me trompe pas, 300 utilisateurs. 700, voilà. Donc ça va vite, il faut vraiment se mettre à jour dans ce domaine-là. Alors David Joulin n'est pas agriculteur mais fils d'agriculteur et il est lui aussi, il est cofondateur de sa startup, de la startup qui propose ce logiciel. Donc on rentrera peut-être dans le détail avec le fait que ce logiciel peut être appuyé par différentes entreprises ou par différents systèmes. On a parlé de logiciel libre un peu plus tôt, ça en est un. Et donc ensuite on a donc des agriculteurs, là encore. Donc Samuel Bernard qui est agriculteur en Indre-et-Loire, qui est utilisateur de WeFarmUp, et Cédric Lambert, agriculteur en Maine-et-Loire et utilisateur d'Équilibre.
Alors, je vais présenter très rapidement nos intervenants parce que justement, ils vont pouvoir nous en dire plus tout au long de la table ronde. Et justement, peut-être d'abord auprès des agriculteurs, est-ce qu'ils pourraient se présenter leur activité et nous dire justement ce que ces outils numériques, ces logiciels changent et ce que ça fait dans leur travail au quotidien. Donc, bonjour à tous, Samuel Bernard, agriculteur en Indre-et-Loire. Donc installé hors cadre familial, donc je tiens quand même à le préciser, depuis 2007, après diverses expériences professionnelles en banque, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Touraine Poitou, et également chef produit en PV à la SECMA. Donc on a démarré une exploitation, mon associé s'était installé 1 an auparavant en polyculture élevage, 100 chèvres, 60 hectares. Moi je suis arrivé, on a développé un bâtiment de 400 chèvres et 60 hectares toujours. Et puis je reste intimement convaincu qu'il y a moyen de vivre en agriculture et quand les projets se présentent, sautons dans le train quand on peut et faisons-le. Donc on a pu se développer, on a racheté une exploitation et on exploite aujourd'hui 200 hectares. Parallèlement à ça, donc on était sur un secteur, moi je ne suis pas d'origine du secteur où on a construit l'entreprise, on a développé un système de mutualisation de matériel avec 2 autres voisins. On représente aujourd'hui à peu près 600 hectares, donc 2 autres exploitations, polyculture, élevage laitier, bovin lait, avec lesquelles donc, on a construit une SNC, porteuse de matériel, qui nous a permis à tous de rationaliser notre parc matériel. Alors pour nous, démarrant dans l'activité, on n'a pas réellement eu un gain économique, puisqu'il fallait de tous les cas investir en moyens qu'on n'avait pas, mais surtout on a pu avoir un gain de temps et une énorme flexibilité de travail, car on a tous 2 UTH, enfin il y a 2 UTH sur chacune des exploitations. Et parallèlement à ça, on a une banque de travail. C'est-à-dire que dès qu'un tracteur est attelé avec un matériel, on connaît la valeur d'utilisation du matériel tant à l'heure ou à l'hectare, et tout le monde peut venir bosser chez les autres structures pour ne pas perdre de temps. Voilà. Parallèlement à ça, moi je suis trésorier de la CUMA du secteur, CUMA d'ensilage et d'épandage, et également administrateur au Crédit Agricole, le MACAS local à Loches. Donc on a eu l'occasion par 2 fois lors des périodes de SMI N-1 et N d'utiliser la plateforme WeFarmUp. Alors vraiment à des fins techniques, l'idée pour moi c'était d'aller chercher un semoir à dents qui est un projet qu'on a au sein de notre groupement et de pouvoir se servir du matériel et de savoir ce qu'il en était. Voilà. Donc on voit qu'effectivement c'est une utilisation qui repose sur des collectifs physiques d'agriculteurs existants et qui trouve une nouvelle dimension avec le numérique. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a aussi d'autres logiciels que vous utilisez, peut-être moins spécifiques ou qui sont liés à l'activité Effectivement, la connexion elle est journalière, elle est par le service météo, par le service de cotation des céréales, par le service de suivi parcellaire avec lequel je travaille pour mes enregistrements parcellaires et ma GTE. Et ça, c'est notre travail journalier. Et pour moi, il faut des choses simples et efficaces. Bon, parallèlement à ça, on a aussi mis quelques petits tableaux Excel en place pour un suivi de nos tableaux de bord. Mais il nous faut des choses simples et pratiques. D'accord. Cédric, alors vous, qu'est-ce que vous utilisez un petit peu comme dispositif Alors moi je suis installé depuis 1 an et demi, production de porte-greffes d'arbres fruitiers et de production de semences. Avant ça j'ai fait un détour chez Monsanto avec l'utilisation des SAP. J'ai été 5 ans chez Terrena comme conseiller technique en semences. Et lors de mon installation je cherchais un ERP comme j'utilisais chez Monsanto et c'est comme ça que j'ai trouvé Équilibre. Pourquoi un ERP? C'est que j'ai tout au même endroit, accessible partout. Alors, ce qui est, je pense, aussi intéressant dans votre parcours, et alors je pense qu'on va retomber sur des questions évoquées un peu plus tôt, c'est aussi ces questions de compétences. Donc on voit dans vos parcours professionnels que finalement ça n'arrive pas un petit peu n'importe comment. Il y a cette historique-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin justement de compétences particulières pour prendre entre guillemets ce tournant numérique, pour vraiment s'investir dans ces outils-là, qui pourraient expliquer que certains comme vous le font et que d'autres ne le font pas? Oui, je reviens à ce que disait Dominique sur l'appropriation. Donc j'utilise Équilibre, j'utilise aussi le robot Naio, j'utilise un GPS de précision et je m'aperçois que ça a beau s'appeler robot, ça a beau s'appeler numérique, ça reste des outils. Nos parents ont connu du cheval au tracteur avec un nouvel outil. Nous, on va sûrement connaître du tracteur à la robotique, mais c'est à nous d'apprendre à les utiliser
Et ce que disait Dominique, c'est au numérique de s'approprier et de se plier à nos exploitations, mais je pense aussi que c'est à nous d'adapter l'environnement pour que le numérique fonctionne bien. Et ça, je pense que c'est le rôle des écoles maintenant de bien former et d'aller pas à pas. Par exemple, avec un logiciel comme Équilibre, c'est énormément de données. On ne peut pas tout gérer d'un coup. Il faut vraiment apprendre petit à petit et que la première année, ça soit vraiment apprivoiser la bête. Que ce soit un nouveau robot, un GPS, pour comprendre comment ça fonctionne. Il ne faut pas oublier qu'en agriculture, on est sur des productions qui durent au moins 1 an. Donc on a une inertie d'apprentissage qui est assez longue. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte dans la formation des jeunes qui utiliseront ça ou alors des agriculteurs qui veulent changer. Alors peut-être on parlait justement des coûts cognitifs. Donc vous êtes jeune. Est-ce que chez vos collègues de manière générale, si vous essayez de voir un petit peu comment font vos collègues agriculteurs, est-ce que vous voyez beaucoup de différences entre votre cas et le leur? Est-ce que finalement c'est de votre point de vue quelque chose qui est encore assez marginal, ou est-ce que voilà, c'est un petit peu la question de cette diffusion du numérique. On en parle beaucoup, et notamment dans des journées spécialisées ou dans des salons spécialisés. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous êtes plutôt isolé, ou est-ce que vous trouvez que vos collègues aussi prennent ce train en marche, ou prennent aussi ces orientations-là? Il y a des collègues qui se posent des questions, et puis après, je vais dire, il y a les curieux, et puis ceux qui sont bien dans leur système de production et qui n'ont pas envie de désapprendre pour faire autre chose. Oui, je pense qu'effectivement, selon les secteurs géographiques, les productions et l'environnement professionnel des départements, les réactions des agriculteurs sont vraiment différentes. Et nous, on voit sur notre secteur, on est assez, comment dirais-je, pas à part, mais ça fait novateur sur le secteur que d'aller chercher ce genre d'outils pour nous. Alors, je pense qu'on reparlera de cette dimension-là. On parlera justement, vous l'évoquiez, la question de l'accompagnement, de l'appropriation du numérique. Il faut des structures, etc. Et j'ai envie de vous poser une question pour reprendre justement des éléments qui ont été apportés à la fois ce matin par les chercheurs du projet Poplog sur la question de porosité en fait entre sphère privée et vie domestique, et aussi ce que Dominique a évoqué avec l'idée de partir des pratiques ordinaires. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, hors profession, vous avez aussi une inclinaison plus particulière sur ces dispositifs, ou est-ce que c'est assez cloisonné? Est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre? Est-ce que votre peut-être agilité ou votre pratique du numérique dans la vie de tous les jours vous a aussi aidé ou pas dans le passage au niveau professionnel? Je pense qu'il y a une notion de curiosité aussi qui vient là-dedans pour aller chercher l'information. Je pense que c'est ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, la manne d'informations est tellement présente sur les différents réseaux que celui qui veut, c'est ma position, mais celui qui veut aller chercher de l'information, il peut la trouver. Et de ce fait, il peut travailler dans ce sens-là. Alors, ouais, j'ai envie de reposer la question, mais justement à David et à Laurent, du côté un petit peu des concepteurs et de ceux qui font face à ces utilisateurs. Parce que justement, quand on discutait auparavant, je posais la question à Laurent de est-ce que justement la pratique du bon coin dans les privés facilite le passage à une plateforme de location de matériel agricole? La réponse n'était pas nette, c'est pas un facteur qui aide. Et donc peut-être que vous aussi, de votre point de vue, vous êtes confronté à une diversité de pratiques de population agricole. Qu'est-ce que vous avez repéré justement comme grand profil ou grande catégorie d'agriculteurs donc par rapport à ça? Peut-être que vous voyez justement dans les facilités ou difficultés de diffusion de vos initiatives. Ce que je trouve très important à l'intervention qu'il y avait tout à l'heure, c'est le fait que la plateforme doit développer une vision. Et avant tout, on est quand même sur des produits innovants. En effet, on est sur le canal Internet, mais derrière, pour favoriser l'attraction, c'est-à-dire pour que les gens comprennent ce que la plateforme est capable de faire et de leur rendre service, il faut qu'elle se positionne de manière extrêmement claire. Et si elle se positionne de manière extrêmement claire et que le positionnement, bien sûr, est bon, les gens comprennent, et il y a une mécanique d'adhésion et d'effort, pour reprendre ce que disait Samuel. C'est-à-dire que les gens vont faire l'effort d'y aller parce que ça répond à un véritable besoin. S'il y a une erreur à ce niveau-là, déjà l'adhésion est beaucoup plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? La barrière de l'outil numérique peut être faite parce que ça a du sens. Et par rapport à ça, donc par rapport à la mécanique de l'innovation, nous, notre métier, du moins dans une petite entreprise qui se développe, qui cherche à recruter des propriétaires et des locataires, c'est qu'il faut absolument bien connaître le profil
du premier adoptant, la personne qui va être en capacité de bien comprendre ce qu'on a à dire et ce pourquoi la plateforme est montée. Sur ce type de plateforme, sur WeFarmUp, il y a toujours deux silos qu'il faut qu'on arrive à monter en même temps. C'est le silo des machines disponibles à la location et le silo des demandes. Et donc pour ça, il faut qu'on sache adresser un message extrêmement particulier aux propriétaires autant qu'aux locataires. Et donc quand les gens comprennent, ils y arrivent. Et puis à la limite, il y a énormément de choses qui se font au téléphone. Alors c'est là qu'on sort peut-être du canal numérique. Les agriculteurs ont énormément besoin d'avoir un contact physique, téléphonique. Ça, c'est très, très important. Et je dirais qu'il y a 30-40% du canal qui vient via le numérique, l'outil numérique sur recherche Google ou référencement ou réseaux sociaux ou autres. Et il y a vraiment 60% qui viennent via des canaux très traditionnels. Et on utilise encore beaucoup, beaucoup, beaucoup le SMS. Il y a une forme d'utopie. C'est vrai que l'agriculteur est très connecté. Il a l'ordinateur, j'aime bien le dire, qui est branché un peu à la prise murale du téléphone. Ça, c'est une vérité. De là à ce qu'il ait une agilité très, très, très importante au titre de l'outil numérique, je pense qu'il y a énormément, et je reprendrai les mots de monsieur, de formation et d'accompagnement à faire, de manière à ce que ce ne soit pas une vilaine bête qui peut nous faire du mal. C'est vraiment quelque chose qui peut rendre service, quoi. Alors, nous, on a constaté un certain nombre de comportements. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est parti d'une douleur qui était de dire il y a énormément de saisies d'informations sur les fermes, de plus en plus avec la nécessité de tracer des productions de haute qualité. Donc, on veut de l'information, on veut la vérifier, et donc on a de plus en plus d'informations numériques sur les fermes. Donc, nous, on veut abaisser la douleur de cette information-là, et donc pour faire ça, on a voulu centraliser des fonctionnalités dans un même outil pour toutes les productions et tous les producteurs. Donc dès qu'on dit ça, on s'adresse forcément à tous les agriculteurs français et en Europe et dans le monde, et donc à tous les niveaux d'enseignement, à tous les âges et à tous les métiers. Céréalier, c'est pas la même chose qu'un éleveur, c'est pas la même chose qu'un maraîcher. Et donc forcément, au départ, on a constaté, d'autant plus qu'on a à la fois de la comptabilité, de la gestion, de la traçabilité dans nos outils, tout un tas de pratiques diverses et variées. Et il a fallu qu'on y faire face et trouver un focus, de la même façon que Laurent, un focus et un vecteur d'adhésion. Et regarder pourquoi ça fonctionne ou pas. Et on a distingué un petit peu ce qu'on appelle chez nous deux syndromes. Un premier syndrome qui s'appelle le syndrome de l'oisillon. C'est-à-dire quelqu'un qui a historiquement utilisé un logiciel va vouloir que le nouveau logiciel se comporte de la même façon. Donc première chose qu'on a constatée et où il a fallu amener des solutions. Et le deuxième, c'est un syndrome qui se produit après. C'est un syndrome que tout le monde connaît, qui s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans ce que nous on fait dans tous les outils. Hein. On a des choses qu'on ne fait pas très bien ou pas encore assez bien. Mais finalement, l'utilisateur, et Cédric il en fait partie, on en parlait tout à l'heure, il va dire, à force d'être confronté à une ergonomie pas forcément adaptée, il va dire non, ça me va finalement ça me va. Voilà. Et donc, et là, c'est quand on a ce retour-là, c'est qu'on sait qu'on a gagné sans trop le faire vraiment très bien, mais en tout cas, l'utilisateur a adhéré et il tolère un certain nombre de choses, et c'est pas grave. Donc, on a observé ces deux syndromes-là, et bien sûr, on travaille tous les jours pour développer des ergonomies qui sont plus intéressantes, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'utilisateurs qui ne sont pas prêts à changer pour toutes les raisons que Dominique a données tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, à un certain âge, nous on dit il faut que ça soit 4 fois moins cher et 4 fois mieux, autrement on ne change pas. Et il n'y a pas d'intérêt à changer. Si c'est pour gagner 10 minutes par jour ou 1 euro ou 10 euros, il n'y a aucun intérêt à changer de système. Il faut mieux rester dans un système où on est confortable. Et donc, pour faciliter l'adhésion des nouveaux utilisateurs, les formations ne suffisent même pas. Aujourd'hui, ça doit être instantané. Je vois une vidéo d'1 minute qui me dit comment je fais ma facture pour faire ma compta, ça va. S'il faut que j'ouvre un bouquin, ça y est, c'est perdu. S'il faut que j'aille sur un wiki, c'est perdu aussi, ça ne marchera pas. Donc on va même plus loin aujourd'hui. Nous, on va lancer un programme sur la formation, sur carrément ce qu'on appelle un serious game. Donc on a mis en place un jeu qui s'appelle Game of Farm, qu'on va développer dans les prochaines années, pour faire jouer les agriculteurs. Et là, on a constaté que par ce vecteur-là du jeu, le soir ou n'importe quand dans la journée, un agriculteur qui a besoin que ça aille extrêmement vite pour apprendre, ça fonctionne mieux. Par contre, les ressources à déployer pour réussir à mettre en place ce type de choses sont extrêmement gourmands en ressources humaines et en ressources financières, bien sûr.
Alors peut-être pour les limites un petit peu respectives de vos plateformes. Alors enfin les limites d'utilisation, les limites parce que par exemple, on peut se dire justement WeFarmUp c'est aussi simple que Le Bon Coin, pas plus compliqué. Alors vous me disiez qu'il y avait peut-être des réticences et qu'on mettait pas aussi facilement un tracteur sur Le Bon Coin qu'une perceuse, enfin un tracteur sur WeFarmUp qu'une perceuse sur Le Bon Coin ou Zilloc ou d'autres structures. Est-ce que donc vous l'interprétez un petit peu en termes de justement de conception du métier, un petit peu de rapport de représentation matérielle. Donc on parle de surinvestissement, que le matériel a quand même un statut particulier pour les agriculteurs. Vous le voyez justement, alors je vous pose cette question puisque je voudrais aborder cette question on en a parlé aussi ce matin, de représentation du métier. Donc là, est-ce que c'est pas une certaine représentation du métier qui est aussi un petit peu pas un obstacle, mais en disjonction avec votre projet? Là, j'aurais énormément de choses à dire parce que j'observe énormément de choses. Alors déjà, c'est le rapport du tracteur ou de la machine à l'agriculteur. C'est quelque chose qui a été extraordinairement bien documenté par les sociologues qui travaillent dans le monde agricole et qui expliquent que c'est quelque chose qui est vraiment ancré, que c'est un élément de valorisation. C'est l'agriculteur tout puissant au haut de son tracteur qui domine un peu le monde. Et c'est vrai qu'il y a une volonté pour l'agriculteur de se réaliser via cette machine. Et c'est vrai que nous, sur WeFarmUp, on est quand même une innovation que j'appellerais un peu sur le retrait. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il va faire moins, il va faire plus avec moins. C'est un peu la même rupture quand on a dit qu'il va falloir arrêter de labourer, alors que depuis la nuit des temps, on labourait avec des bœufs, on a dit mais finalement pour préserver le sol, il faut ne plus labourer. Ça a été c'est le même type de rupture que l'on propose et c'est clair que ça choque. En plus, on peut ajouter autre chose que je diagnostique comme maintenant de manière assez bonne, c'est la relation au capital et à l'endettement. C'est-à-dire que l'agriculteur a une capacité à lever des fonds de manière assez récurrente et assez importante avec une notion de création de valeur toute mesurée. C'est-à-dire que la justification du plaisir peut être faite via l'alias fiscal. Ça, c'est amener du rationnel dans quelque chose qui est irrationnel. Mais dans tous les cas, derrière, on produit de l'endettement, on produit de l'annuité. Et moi, j'ai développé un outil qui est extrêmement simple pour faire naître le métrique qui permet de mesurer la toxicité de la réflexion, c'est-à-dire calculer votre BE et l'annuité le BE qui est consacré à rembourser de l'annuité. Et là, les gens ils sont surpris. Et même quand on attaque ça, les gens disent ah ben non, mais je suis pas bon. J'ai fait des conneries, je le sais, je le sais. Donc il y a une mécanique qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est quasiment, moi je m'apparente des fois un peu à du militantisme ou du développement agricole, c'est essayer de faire naître ce niveau de toxicité à la machine agricole et du coup de proposer peut-être de déconfigurer. Souvent je parle de ça, je parle comme un steak qui a du gras autour de la viande. Je dis il faut sortir le gras. Peut-être c'est meilleur pour la santé, un peu moins de cholestérol, et derrière pour pouvoir vivre mieux et plus longtemps, quoi. Mais ça, on touche dans le dur. Et en effet, l'agriculteur, oh mon cher tracteur, il va partir, et alors de suite, là, on se réfère toujours à une expérience extrêmement passée, où ça s'est mal passé, bien évidemment, alors que ça se passe bien. Moi, je déclare 0 sinistre à l'heure actuelle sur la première saison de WeFarmUp en 2016. Donc ça veut dire que ça fonctionne et que les gens sont précautionneux. Mais c'est moi qui le dis, mais toutes les plateformes d'économie collaborative le disent, c'est-à-dire tout se passe bien et le taux de sinistralité est quand même très 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 bas parce que justement il y a une confiance entre pairs qui se construit via la plateforme parce qu'il y a tout un tas de systèmes de notation. On est dans le dur dans la machine, voilà. On est dans le dur, c'est quand même la chose qui, économiquement, c'est sûrement là où l'agriculteur a le plus à faire. D'ailleurs, quand on voit le témoignage de Samuel, c'est la première chose sur laquelle il s'est attaqué. Il s'est dit, il faut essayer de favoriser l'accès à un coût le plus bas. Et il y a aussi une dimension quand même très de performance, c'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à avoir accès à la machine agricole. Et moi, avec ma casquette de concessionnaire, j'ai très bien vu l'évolution du prix du tracteur de 180 chevaux en l'espace de 5 ans, de passer à 65 70 000 euros à plus de 120 130 000 euros maintenant. Donc obligatoirement, les annuités sont différentes quand on renouvelle une machine. Inutile de vous le dire. Ouais. On voit un petit peu l'importance des critères économiques. Alors justement, du côté d'équilibre, alors c'est peut-être pas, donc j'ai pas essayé d'utiliser cette plateforme, ce logiciel, mais j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué que Le Bon Coin ou Zilloc ou que WeFarmUp, puisqu'il s'agit de gérer un petit peu les données économiques d'exploitation. Est-ce que vous avez justement des freins au niveau on va dire peut-être de la culture ou des compétences techniques à la fois numériques et puis à la fois économiques? Là aussi, peut-être une question sur les représentations du métier agricole. Est-ce que tous les agriculteurs ont cette culture économique aussi de calcul de BE, d'endettement, etc. Alors, non, c'est assez mitigé en fait. On est dans un environnement où, dans le monde agricole, où il y a plusieurs. On ne peut pas classer les agriculteurs, mais il y a plusieurs comportements. Il y a des gens qui souhaitent être autonomes
autonomes dans leur gestion, autonomes dans leur choix, autonomes et libres dans plein de choses. Et ces gens-là vont prendre en main tout un tas de travail administratif, donc c'est le cas aussi de Cédric, mais vont continuer à collaborer avec tous les OPA du monde agricole, mais ils vont vouloir avoir des analyses fines et se construire leur propre tableau de bord. Alors si possible sur les outils plutôt que sur Excel, parce que d'avoir des tableurs, on en meurt, hein, tout le monde, on a tous nos petits tableurs. Moi j'ai rencontré des agriculteurs qui avaient 125 tableurs, et ils les ouvraient tous les jours. Voilà, bon, à un moment donné, on n'y arrive plus, mais j'en connais. Donc le but là, c'était centraliser, et donc grâce à toutes ces informations-là, d'obtenir des indicateurs qualifiés. Donc ça peut être des indicateurs liés à l'EBE, aux annuités, à l'investissement matériel, mais aussi plus simplement du chiffre d'affaires, et suivre ça en temps réel. Parce que c'est ça en fait, c'est ça que les outils vont amener et que le numérique amène, c'est l'instantanéité. On ne va pas attendre une clôture comptable et 6 mois pour savoir qu'on a perdu de l'argent. On le sait, c'est bon, le train est passé. Donc très bien, on a besoin de cette information-là. Mais j'ai surtout besoin de savoir, maintenant, quelle tactique, la stratégie, je la pilote, mais quelle tactique je vais adopter. Et donc j'ai besoin d'avoir une information en temps réel sur la météo, sur ce qui s'est passé, sur les machines dont je vais avoir besoin, etc., etc. Donc c'est ça que ça va apporter. Et donc là, on n'adresse pas du tout les mêmes agriculteurs dans un cas ou dans l'autre. Donc il y a des agriculteurs qui sont dans des structures où ils font moins de ventes directes, qui voient à plus long terme, où ils travaillent plus sur leurs coûts, tout simplement, puisque quand j'ai signé un contrat avec un producteur, avec une coopérative, avec un négociant, je sais que je vais vendre à tel prix, je sais quelle quantité. Par contre, je vais travailler sur mon coût. Donc là, cette approche-là, elle est très différente. Les tableaux de bord sont très différents d'une approche de vente directe où je fais des marchés, je vends en circuit court, j'ai diversifié mon exploitation. Donc on travaille, nous, à proposer des tableaux de bord préparamétrés, mais aussi à, bien sûr, permettre à l'utilisateur demain de se paramétrer tout un tas de tableaux de bord transversaux, parce que la gestion, c'est très transversal. C'est pas je fais ma compta, puis j'ai des tableaux de bord de gestion. Non, c'est pas ça. Je vais recouper des informations de production, techniques, économiques, de stock, financières, et là, je vais avoir des indicateurs qualifiés en temps réel, si possible. Et là, je vais faire des optimisations sur mon exploitation, sur des flux financiers, et sur aussi de la gestion du temps. Un ERP, c'est ça. C'est très transversal. Mais par contre, le coût de prise en main, le coût intellectuel, il est élevé. Il ne faut pas se le cacher. Et nous, on passe aujourd'hui par des partenaires pour diffuser notre outil, partenaires à qui on donne des mallettes pédagogiques pour former des agriculteurs sur toutes les thématiques qu'ils le souhaitent. Et donc, c'est eux qui vont verticaliser, qui vont voir le profil de l'agriculteur, qui vont adapter la formation, les vidéos, les supports, pour arriver à la meilleure prise en main possible. On a un parcours Internet. C'est-à-dire, on prend quelqu'un au hasard, il fait le parcours, un test de positionnement. Est-ce que vous savez utiliser Internet ? Il y a 4 questions, ils le font. S'ils ont moins de 8 au test, on leur déconseille d'utiliser notre outil. On leur dit, écoutez, pour l'instant, la marche est trop haute pour vous, faites une formation sur le numérique autre. Et s'ils ont un résultat supérieur, là on leur dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire et commencer à travailler. Très bien. Alors on voit cette idée effectivement que ces outils servent à la maîtrise de l'activité, au pilotage. Est-ce que Samuel et Cédric, vous reconnaissez dans ce portrait justement de l'agriculteur qui utilise des outils numériques parce qu'il veut savoir en temps réel ce qui se passe chez lui et avoir vraiment une vision de pilotage stratégique Oui, tout à fait, mais j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On ne pilote pas une entreprise sans savoir où on en est. Et je pense que c'est là où notre métier a besoin de faire de grandes révolutions. C'est que trop encore pilote à vue, au nez. Et quand on gère des investissements de 40, 50, 150 000 euros et qu'on ne sait pas sur quel point de rentabilité moyen on peut travailler pour honorer ces investissements, ou quand on ne sait pas que notre coût de revient blé ou mon coût de revient lait de chèvre, il est de temps, comment peut-on piloter une entreprise ? Aujourd'hui, oui, on n'a pas le choix par rapport à ça. Moi, je voudrais revenir sur 2 exemples. Donc, depuis que je me suis installé, j'ai repris 4 tracteurs. Et au bout d'1 an d'utilisation, je me suis aperçu qu'un tracteur, il n'a pas à être sur mon exploitation. Donc, il a été mis en vente sur AgriFR. Il est parti, ça ramène de la trésorerie et ça valorise encore plus mon exploitation. David, il disait que c'est important de savoir à l'instant T, tous les jours, ce qui se passe sur l'exploitation. Et par contre, il ne faut pas oublier que l'instant T, ça veut dire qu'il faut en faire un petit peu tous les jours. On ne peut pas se permettre, tiens, je laisse le tas de papier et puis je verrai ça dans un mois. Avec le numérique, ça, c'est plus possible. Parce qu'après, on se trouve sur une montagne à faire.
Autant avec le papier, entre guillemets, on pouvait peut-être se permettre de faire l'hiver. Avec le numérique, si on veut quelque chose de propre, c'est un petit peu tous les jours. C'est une rigueur à avoir, mais une fois qu'on a cette rigueur, on a des résultats qui sont assez exceptionnels. Moi, je sais qu'il y a certains de mes fournisseurs qui rigolent, mais qui sont assez impressionnés. J'ai mon bureau dans mon tracteur, j'ai mon ordinateur portable, une connexion 4G, j'ai accès à toute mon exploitation de mon tracteur et je peux travailler en même temps. Alors, moi, ça me fait penser à ce que disait justement Dominique Bollier, comme justement le numérique, alors dans un autre contexte, hein, enfin c'était sur autre chose, mais le numérique comme un prétexte de réorganisation de l'entreprise. Alors là, c'est quelque chose qui est volontaire, mis en place par vous, mais finalement, c'est aussi un outil pour organiser, réorganiser sur un autre modèle votre exploitation agricole, et plutôt sur effectivement le modèle d'une entreprise classique, avec un modèle de chef d'entreprise comme on peut voir dans d'autres secteurs. Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans cette vision-là? Oui, pour être passé vers des entreprises comme Monsanto ou Terrena, j'ai vu comment ils fonctionnaient et c'est pour ça que j'essaie d'adapter mon exploitation agricole à leur fonctionnement. Mais parce que ça me parle, c'est ma curiosité et je ne suis pas sûr que tous les agriculteurs ils aient envie de passer comme ça. Oui, non, mais je rejoins pleinement aussi. C'est certainement nos expériences passées qui nous permettent aujourd'hui de piloter la manière dont on pilote nos exploitations. Et c'est là où je voudrais aussi attirer le point sur l'enseignement agricole. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on sorte des chefs d'entreprise de l'enseignement agricole. C'est certainement des questions qu'il va falloir se poser très très rapidement si on veut que notre modèle agricole évolue et continue à se développer. Effectivement, la question de la formation, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on y viendra soit dans la table ronde, soit pendant la discussion. Alors justement, on parlait un petit peu des modes de communication, SMS, mail, etc. Est-ce qu'on peut revenir assez rapidement sur les relations que vous avez, soit avec les autres utilisateurs, soit avec les autres agriculteurs, et puis aussi avec justement les startups ou les organisations plus classiques du milieu agricole. Donc on a aussi pas mal parlé de formation, d'accompagnement, de besoins. Pour reprendre des catégories de Dominique Bollier, est-ce que les organisations professionnelles agricoles sont vouées à s'occuper de ceux qui veulent se laisser porter, ou est-ce qu'elles ont aussi des apports pour les autres? Est-ce que quelles sont vos relations donc, avec les autres agriculteurs et puis avec ces organisations professionnelles de manière générale? Je dirais que la relation avec les autres agriculteurs, et encore plus quand on n'est pas originaire de ce milieu rural, comment dirais-je, elle est nécessaire et il en va de l'investissement personnel dans la CUMA qu'on a pu faire et la SNC qu'on a pu monter nous sur le secteur. Ensuite, vous parliez des OPA. J'ai pas tout à fait saisi ce que vous vouliez aborder. Mais je pense que la relation aux OPA est nécessaire. Maintenant, je ne suis pas certain que nos OPA permettent une évolution réelle de notre milieu. J'ai tendance à penser, alors j'espère froisser personne, mais que nos OPA s'adaptent, mais qu'elles ne nous aident pas toujours. On est en temps de crise, ah ben ça y est, on remet les nez dans les chiffres. On va vendre des services pour remettre les nez dans les chiffres. Bon, je pense que c'est des choses qui doivent être faites tout le temps. Ce n'est pas spécialement cette année qu'on est en crise qu'on doit mettre le nez dans les chiffres. C'est encore plus d'actualité, bien évidemment, mais c'est pas encore plus cette année. Bon, c'est là où un petit peu je suis critique, mais je pense qu'aussi il faut l'entendre. Moi, je voulais juste réagir par rapport aux OPA qui sont derrière. Pour l'instant, moi, le plus gros problème, c'est par rapport avec la comptable, parce qu'on est sur un modèle qui est différent et comme nous, on gère de la façon dont on veut, ça les dérange un petit peu. Ensuite, vis-à-vis des autres interlocuteurs, que ce soit coopératives, assureurs, banquiers, ils accueillent assez facilement parce qu'ils ont plus de vision sur l'exploitation. Par contre, les coopératives, ça les embête un peu parce qu'on est décideur. Et c'est là où ça peut être un peu plus problématique. Et faire bouger une grosse entreprise qui était sortie de la guerre, c'est-à-dire avec la FEDSEA, les coopératives, Groupama, des choses comme ça, qui ont une organisation très calée. Là, on essaie de changer un peu les choses. Et c'est dur pour eux de changer les choses parce que ça implique tellement de changements pour eux que c'est compliqué. D'accord. Bien, alors il va être temps de conclure cette table ronde. Alors, avant d'ouvrir la parole à la salle pour quelques questions, je voudrais juste
juste une brève réflexion. Donc, on avait une table ronde sur l'appropriation du numérique. Et finalement, par les hasards un petit peu de la Constitution, on s'est quand même pas mal concentré sur un profil très particulier d'appropriation du numérique. Et je pense qu'effectivement, vous en êtes assez représentatif. C'est pour ça aussi que je posais un petit peu des questions sur votre parcours. Donc, vous êtes jeune, vous êtes diplômé, donc vous êtes des hommes aussi. Je pense que ça peut être... je veux dire, si on regarde la composition de la table ronde entre la première et la troisième, c'est assez frappant le décalage, enfin le retournement. Et donc voilà, on a quand même un profil spécifique. Donc justement, Dominique nous présentait cette diversité des rapports au numérique. Et là, on a quand même un profil très particulier. Donc c'était pour resituer un petit peu ces interventions et ces apports sur l'ensemble du secteur de l'agriculture. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, alors on va peut-être commencer par le jeune homme blond au fond, qui va pouvoir nous apporter un autre éclairage. Alors merci d'abord pour cette table ronde. Aujourd'hui, quasiment tous les agriculteurs utilisent le numérique par obligation, on va dire réglementaire. Donc quasiment tous l'utilisent, mais tous ne se l'approprient pas. Vous n'avez pas parlé de quelque chose qui est la capacité d'abstraction finalement des éleveurs, c'est-à-dire leur capacité à faire le lien entre ce qu'ils peuvent percevoir eux-mêmes du vivant pour piloter leur exploitation et ce qu'ils peuvent retirer des chiffres, des indicateurs, des tableaux de bord pour piloter leur exploitation. On peut comprendre que ça peut être difficile pour un éleveur ou un agriculteur au sens large qui a l'habitude de percevoir son environnement et qui va déléguer la perception de cet environnement à des outils connectés ou à d'autres objets, de recevoir de l'information déjà traitée, peut-être même par des boîtes noires, pour piloter et faire prendre des décisions sur son élevage. Et du coup, 2 questions par rapport à ça. Finalement, quelles seraient les conséquences pour des agriculteurs qui n'ont pas la capacité de s'approprier des outils numériques demain? Est-ce que ces agriculteurs seront là? Est-ce qu'il y aura une place pour eux? Est-ce qu'on les aidera à s'approprier le numérique? Est-ce qu'on les aidera à apprendre à se l'approprier? Et quelles conséquences aussi pour les agriculteurs qui finalement font trop confiance à leur tableau de bord et qui ne perçoivent plus ou pas assez l'environnement d'incertitude et d'aléas qu'est une exploitation agricole. Merci. Oui, donc je pense que c'est effectivement lié aussi à cette question de la conception du métier, entre ceux qui restent sur une vision, peut-être le mot a été évoqué ce matin, plus tactile, plus en lien avec l'expérience physique, et donc c'est aussi ces questions de capacité d'abstraction. Moi, je voudrais juste réagir sur la première question. Pour avoir travaillé les deux, du numérique et du papier, pour moi, on arrive par la même finalité à la fin. C'est juste une manière différente de travailler. Mais moi, j'ai des agriculteurs que j'ai suivis quand j'étais chez Terrena qui étaient très papier, qui faisaient ça très bien avec du papier. Et ça va très bien pour la suite. Le numérique, c'est juste une façon différente avec des données qui sont centralisées et qu'il faut faire au jour le jour. Après, je ne vois pas pourquoi on interdirait à des agriculteurs de faire papier ou numérique. Pour moi, la finalité, si chacun s'y retrouve, elle est bonne. Moi, j'ai plein d'exemples. J'ai celui de mon père, j'ai le mien, mais j'ai aussi surtout l'exemple de quelqu'un dans le Nord qui s'appelle Monsieur Levavasseur, chez qui j'avais été il y a 2 ans. Et en fait, dans la famille, c'est des éleveurs depuis tout temps, ils ont pris le temps de cartographier toutes leurs vaches avec une fiche d'identité. Donc c'était fait papier, ils ont commencé en 53. Donc on va chez eux, c'est génial en fait. Il y a une précision, il y a toutes les vaches, mais c'est formidable. Mais en fait, cette habitude d'être précis, d'être concis, d'enregistrer, pour eux le numérique, ils le font maintenant numériquement, mais ils ont toujours travaillé comme ça en fait. Et donc quand on interroge des personnes qui ont plus de 60 ans chez eux ou des personnes qui ont moins de 30 ans, finalement, ils ont la même démarche, mais ils ont 2 outils différents et 2 approches différentes. Une papier qui est extrêmement bien faite et une numérique, c'est tout. Et donc, en fait, ça reste, dans le cadre de l'élevage, un outil, une façon de travailler. Et le premier capteur
sur un élevage, c'est l'agriculteur. C'est lui qui sait, quand on touche une vache, on sait si elle va bien, pas bien. Enfin, on connaît tout ça en fait. Et ça n'a pas de prix. Ce capteur-là, il n'a pas de prix, quoi. L'homme n'a pas de prix. Par contre, il se fait aider aujourd'hui avec de nouvelles technologies qui viennent juste compléter cette perception. Voilà moi ce que je pense en fait. Après, je pense, moi, dans le service WeFarmUp, on se déplace dans les exploitations pour les gens qui ne sont pas intégralement autonomes. Et j'avais un point sur les âges des utilisateurs de WeFarmUp. On est plutôt sur une très grosse majorité qui a plus de 40 ans. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas forcément les jeunes qui utilisent WeFarmUp. C'est plutôt des gens qui sont plutôt des gestionnaires, des gens qui sont en capacité de comprendre la chose et peut-être qui ont déjà commis des erreurs. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que le numérique n'est pas forcément égal au jeune. Hein. Et j'ai des utilisateurs qui ont 55 ans, 60 ans, qui sont extrêmement autonomes avec la plateforme, qui commandent des locations sans aucun problème. Après, je reviens sur la notion de sens et l'innovation doit avoir du sens pour son utilisateur. Moi, je vends des tracteurs John Deere, ça va faire plus de 15 ans qu'on vend des systèmes d'autoguidage. Ça a posé à personne le problème d'avoir des tracteurs autoguidés. On vend des consoles maintenant qui font 20 cm diagonale avec des programmations de capteurs, des programmations de distributeurs, des systèmes de guidage en courbe, en droite. On fait la cartographie, on fait des choses extrêmement complexes où on ne peut même pas l'imaginer. Et un agriculteur, et même nous, nos techniciens de la construction ne maîtrisent pas l'entièreté de la technologie, mais les agriculteurs sont complètement adaptés. Hein. Il y a zéro problème. C'est juste que ça donne du sens d'aller maîtriser le dernier Fendt ou le dernier John Deere et que peut-être encore nos innovations doivent prendre du temps. On doit travailler le sens qu'on y donne de manière à ce que les gens captent l'intérêt. Mais je pense que une fois que la vision est partagée et que l'intérêt est bien perçu, je pense que les gens, il y a zéro évolution. On est passé du bœuf au tracteur, on passera du tracteur à autre chose sans aucun problème pour moi. Hein. C'est juste que voilà, il y a une histoire de temps, une histoire de sens. Dans la question commençait par une question d'abstraction justement et de la capacité d'abstraction. Et précisément, je pense qu'elle n'est pas dans les types de supports qu'on utilise, c'est-à-dire que papier ou autre, etc. Et précisément l'expertise, dans tous nos travaux en sciences cognitives comme en sociologie cognitive, justement, on travaille là-dessus sur ce que c'est qu'un expert. Eh bien, les agriculteurs est toujours pris comme un exemple. Précisément, un expert, ce n'est pas justement celui qui a des raisonnements formels extrêmement détaillés, etc. C'est au contraire celui qui est capable d'agréger un ensemble de facteurs dans des domaines extrêmement différents, dans des situations incertaines. Et que précisément, quand je disais que l'ordinateur était con, eh bien, on est encore loin, malgré toute l'intelligence artificielle qu'on met de ce point de vue. Donc, il faut bien voir que cette expertise-là, elle est bien sûr appuyée, elle peut s'appuyer sur des supports qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, qui ne sont pas si compliqués que ça. Mais l'expertise qui y débouche d'ailleurs sur des décisions, elle est très très importante dans cette capacité à faire circuler l'information et à utiliser toutes les sources que l'on peut avoir. Et quand on disait est-ce qu'on risque pas justement de perdre quelque chose de ce point de vue, ça, c'est pas complètement faux parce que moi, je l'ai vu dans la médecine, où je connais mieux, effectivement, où j'ai fait des terrains dans ce domaine-là. On voit bien quand même que la délégation systématique à des capteurs et à des mesures et à de l'imagerie, par exemple, aboutit à une chose étonnante, c'est l'idée de la palpation qui m'a fait penser à ça, c'est que les médecins qui palpent, il y en a de moins en moins, et systématiquement, ils demandent des examens parce qu'ils se replient là-dessus. Donc le problème, c'est de savoir penser justement. Et du coup, on perd en expertise. Pas seulement on change de support, parce que ça ne serait pas très grave, mais du coup, on perd en expertise, parce qu'il y a une source de données qui n'existe plus. Donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir se dire comment est-ce que nos systèmes qui transforment effectivement le traitement des données, en même temps, permettent justement de maintenir l'expertise, voire même de l'assister. Et je pense que vos logiciels sont tout à fait de ce type-là, mais il faut être capable d'être sûr qu'on la délègue pas trop à ce moment-là. Alors je pense que vos exemples étaient, juste pour le dire rapidement, compatibles aussi avec la question de la salle. Avec l'idée, c'est ce que disait Dominique Goulier, ces personnes-là étaient capables de faire beaucoup de choses avec du papier, et elles sont capables de faire la même chose avec le numérique. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors voilà, vous nous avez donné des exemples de personnes qui étaient très douées, qui avaient de grandes capacités d'abstraction, et finalement peut-être qu'à côté aussi, il y a d'autres personnes qui ont plus de mal, qui avaient peut-être plus de mal à faire la même chose en version papier, et qui ont toujours un peu de mal là-dessus. Peut-être donc la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, oui, Mehdi Jaber de l'Institut La Salle Beauvais, je suis chargé de l'innovation numérique à l'Institut. Je voulais vous poser une question de comparaison entre WeFarmUp et Équilibre. C'est notamment une question pour Équilibre. Vous avez le même modèle économique en termes de prestation de services web
Mais il y a une grande différence avec Elibre, c'est que vous libérez le code source et vous voulez créer une communauté autour de cela. Est-ce que vous avez un réel gain et est-ce que réellement il y a une communauté qui a été créée autour de ça? En fait, vous promouvez une philosophie différente. Alors, Équilibre, en effet, ce qui fait la différence, enfin, la raison d'être sur le marché du logiciel agricole, c'est que c'est open source. Donc open source, pour ceux qui ne connaissent pas, ça caractérise une licence qu'on met sur un logiciel. Notre licence à nous permet à n'importe qui de récupérer le code, de le modifier, de l'utiliser, de le revendre. Ce qui n'est pas le cas des logiciels dits propriétaires et de toutes les plateformes aujourd'hui qui existent. Il y a extrêmement peu de logiciels open source en France dans des domaines métiers et dans l'agriculture. Par contre, il y en a énormément dans les autres pays. Aujourd'hui, notre défi à nous, c'était pourquoi est-ce qu'on a fait ça déjà? Parce que à quoi ça sert de faire de l'open source, à part dire je fais de l'open source, je suis un geek, je suis content. Bon, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça, ça fait pas rentrer, ça fait pas de modèle économique. L'open source, il faut voir quelque chose, ça permet l'échange, ça permet de collaborer, et donc ça permet, pour des logiciels comme nous, qui sont des cœurs de système, d'être interopérables. Interopérables avec tous mes copains, avec des capteurs, avec d'autres systèmes d'information, de banques, d'assureurs, de coopératives, de négociants, de centres techniques, de centres de gestion, etc., etc. À un coût extrêmement bas. Pourquoi est-ce que Linux s'est imposé? Ou pourquoi est-ce que Android a 94% de part de marché? Parce que le modèle est trop efficace pour que d'autres s'imposent. Parce qu'on ne réinvente pas l'eau chaude. On a développé une façon de faire de la comptabilité, il n'y en a qu'une, ok, très bien, bon, on ne va pas le refaire. Quelqu'un l'a déjà fait à côté de moi, il me donne le code source, je le reprends. À quoi ça sert de réinventer la même chose? Ça ne sert à rien. Donc sur ce principe-là, on a dit, nous on ouvre, on espère avoir énormément de contributeurs qui vont reprendre notre code et contribuer à innover. Puisqu'ils ne vont pas réinventer l'eau chaude, ils vont forcément innover. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un forum qui est une forge, ce qu'on appelle une forge logicielle, et notre code qui est accessible sur GitHub, qui permet à des développeurs d'y contribuer. Je vais vous prendre deux exemples pour vous faire voir que ça commence, mais il faut mettre beaucoup d'énergie pour qu'une communauté de développeurs commence à fonctionner. On a eu un exemple avec un agriculteur, enfin, c'était pas vraiment un agriculteur, au Brésil, qui s'est dit, moi je vais essayer. Ah bon, je vous fais la traduction brésilienne. Donc il nous a fait une traduction en brésilien. Ouais, c'est portugais. Et de la même façon, de l'autre côté de l'océan Atlantique, on a dans un de nos projets grands comptes une ferme qui s'est ouverte au Portugal. Ils ont dit c'est génial, mais du coup comment je fais? Moi ça ne me va pas la traduction que vous avez faite, elle ne me va pas. On leur a dit tenez, vous prenez un navigateur internet, vous connectez, vous la refaites. Et la personne dit mais j'y arrive pas. Faites-la sur un tableur, sur du papier. Ils l'ont fait, on l'a reprise. Et ils ont contribué à rajouter une traduction en portugais. Donc c'était une contribution simple, ils n'ont pas fait du code extrêmement compliqué, mais c'est un premier niveau de contribution qu'on observe aujourd'hui. Donc il y en a d'autres, mais ça c'est deux niveaux d'agriculteurs, on va dire, de gens qui disent ça ne me va pas, je veux changer le système, je le fais. Et je n'attends pas. Et c'est c'est ce que j'observe moi, c'est qu'aujourd'hui, quand on propose des nouveaux systèmes, mais les agriculteurs vont extrêmement vite à dire oui ou non, alors que les OPA qui sont très structurés et dimensionnés mettent beaucoup plus de temps parce qu'ils ont besoin d'appréhender avant de pouvoir se positionner. Et alors c'est vrai que c'est cette dimension-là qu'on n'a malheureusement pas eu trop le temps de creuser, sur celle de la contribution de la participation des agriculteurs au logiciel. Je vous remercie en tout cas de votre participation à tous pour cette table ronde fructueuse. Et puis donc je laisse la place à la conclusion générale de la journée.